Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va me découvrir en faisant des choses. Ça je l'ai découvert, hein, parce que ça m'a pris du temps, mais je devais essayer. Hein. J'ai essayé à l'école qu'est-ce que je voulais faire. J'essayais des jobs. À chaque 2 ans, je changeais de job. Mais en essayant quelque chose, c'est là que je suis plus capable de savoir qu'est-ce que je veux et de me construire de cette façon-là. Donc, au début de l'entreprise, on était loin de se dire hey, on a des valeurs d'entreprise. Non, hein? On était là pour travailler. Les 5 premières années, là, si on n'a pas travaillé 20 heures sur 24 à tous les jours, je peux vous dire que... mais ça, c'était une étape qui nous a construit dans l'entreprise. Maintenant, si je vais parler à la répartition, si je vais parler à la production, si je vais parler aux installateurs, ils savent que je l'ai déjà fait. Donc, pour moi, c'est pas un enjeu. J'ai déjà fait leur job. Je sais qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis je sais comment la faire. Puis, eux, ils ont des bonnes idées aussi. Là. Ils nous emmènent ailleurs. Ils nous amènent des nouvelles idées parce que, tu sais, je l'ai fait, là, ça fait, 6 ans que j'ai pu toucher, exemple, à ces départements-là. Mais je l'ai fait. Donc, en faisant ces petites évolutions-là, ça nous montre qui qu'on peut être. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Marilyn Vallière de l'entreprise Signalisation de Ville à Terrebonne. Bienvenue dans nos studios. Merci de l'invitation. À mes côtés, mon associé, mon co-animateur, Normand Chadwick. Bonjour à tout le monde. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens d'affaires comme Marilyn. Marilyn, on va faire un peu ta bio pour commencer la chicane tranquillement. Tu racontes dans ton histoire que tu es une petite fille gênée à l'école, un peu turbulente aussi, que tu en as fait subir un peu à tes parents. Un petit peu. Tu t'es cherché pendant plusieurs années, sautais d'un job à l'autre, 1 an dans une, 2 ans dans l'autre, retourne à l'université pour éventuellement partir l'entreprise avec ton conjoint et le père de ta fille, bien sûr, qui s'appelle Jimmy, qui n'est pas ici aujourd'hui. En 2014, peut-être nous positionner d'abord et avant tout, que fait Signalisation de Ville, juste qu'on sache un peu votre domaine, puis on va entendre aussi la genèse de tout ça, là, comment tout ça a parti. Parfait. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Signalisation de Ville, principalement, là, quand vous pensez au gros cône orange, bien, vous pouvez penser à nous autres. À Montréal, il y en a partout. Oui, je demeure à Montréal. C'est vous autres, ça? C'est nous autres, exactement. Maintenant, tu vas les associer à nous et tu vas les aimer. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est que on fait principalement là, la location du gros cône orange, des panneaux. On a aussi là, les gens qui font l'installation et les signaleurs qui font la gestion de la circulation. On travaille directement avec l'entrepreneur général qui a le contrat avec la municipalité. Donc, en 15 secondes, là, je peux vous dire Parfait. que c'est ça que Signalisation de Ville fait. Je recommence pour moi. Oui. Ben, écoute, je peux te lancer sur une piste qui m'a quand même intéressé. Dans le fond, ton conjoint était un travailleur dans ce domaine-là. Oui. À l'époque. Exact. Et puis, cette entreprise-là n'allait pas bien du tout là, pour laquelle lui a travaillé dans ce temps-là, ou en tout cas, En fait, pour commencer, là, quand que moi et mon conjoint, on s'est connus, ça n'a pris que quelques mois avant d'avoir l'idée de lancer l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Fait que nouveau couple, nouvelle entreprise en même temps dans les premiers mois. Lui était contremaître de nuit. Donc, lui faisait l'installation des cônes sur le terrain durant les périodes de la nuit, parce qu'on roule 24 heures sur 24. Oui. Et ça allait bien, mais c'est sûr que des fois, l'hiver, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son patron n'a pas respecté son contrat et a mis fin à son contrat. Mais son contrat disait, tu travailles à l'année. L'été, tu travailles un peu plus. L'hiver, tu travailles un petit peu moins, mais tu gardes ton salaire à l'année. C'est pas ça qui s'est passé. Rendu au mois de décembre, son employeur l'a licencié. Puis on s'est dit, s'il a travaillé autant que ça, il y a sûrement un marché. Fait qu'on va aller creuser. Mais Jimmy n'avait pas de contact avec les clients, n'avait pas de contact par rapport à la structure de prix. Donc, quand on s'est mis à chercher, on n'avait pas d'idée de prix, on n'avait pas d'idée de clients. Et puis, c'est en même temps que la commission Charbonneau a créé le SAAO qui fait en sorte que toute l'information était rendue publique. Donc,
en allant consulter ce site web-là, on a cherché les contrats qui étaient sur la Rive-Nord, parce que nous, on était sur la Rive-Nord de Montréal. On s'est dit, tiens, on va regarder les contrats qui ne nécessitent pas tant de main-d'œuvre, parce qu'on était 2, moi et lui, puis qui nécessitent un petit peu plus de panneaux. Exemple, les projets d'aqueduc et tout ça. C'est des choses que ça prend plusieurs mois à creuser en rue, refaire les aqueducs, et après ça, on referme la rue. Oui. Donc, à froid, on a appelé les premières compagnies qu'on a trouvées sur le SEAO. On les a appelés. On n'avait pas de clients, on n'avait pas de matériel. Et puis, on s'est présenté comme nouvelle compagnie de signalisation. Nos 6 premiers clients la première année nous ont fait confiance. Ils sont encore nos clients après tout ce temps-là. Oui, ça, c'est intéressant quand même. Un beau fait saillant. Fait que là, vous rencontrez 6 clients. Vous avez, vous avez l'expérience quand même de Jimmy, là, évidemment. Oui. Et vous avez toute votre bonne volonté. D'ailleurs, tu décris ton couple tous les deux comme 2 personnes assez compétitives. Exact. Alors, comment ça a parti? Mais tu sais, au début, vous partez ça dans le sous-sol à la maison, là, pratiquement. Dans le fond, comme j'ai dit, ça faisait quelques mois que Jimmy et moi, on était en couple. Lui avait une maison avec un colocataire. Là, on s'est dit, écoute, on est prêt. Jimmy vend sa maison. Il fait un gros 10 000 $. Dans le temps, là, c'était gros là, pour partir l'entreprise. Là. On est déménagé dans le sous-sol chez mes parents. On a tout mis. Hein? Tu sais, quand tu passes d'une maison à sous-sol, il fallait, être motivé. Donc, moi, j'ai une formation de comptable. Là, j'ai mon titre comptable. Puis, on s'est mis à analyser les devis. Puis, on s'est dit combien on devrait charger pour être rentable. Donc, c'est comme ça qu'on a fait nos premiers estimés qu'on a présentés à nos clients. Et puis, notre première cour de signalisation était dans la cour chez mes parents. Jimmy aime bien dire la petite joke là, qu'on avait un loyer de 300 $, par mois, bouffe incluse, parce que oui, la famille a vraiment été là au début. Je comprends. Parce que je pourrais même vous dire que dans les 5 premières années, la création d'entreprise a nécessité beaucoup d'heures, beaucoup d'implications, beaucoup de sacrifices. Il a tout donné. On a tassé les amis, on a tassé les soupers de famille. Même ma mère était comme, ben là, vous devez prendre le temps pour souper. On se dit, on n'a pas le temps. Hein? On a des contrats à livrer, on a de la job à faire. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est on faisait tout le démarchage. Hein? Après ça, quand un client nous demandait une soumission, on faisait la soumission. Après ça, quand on a le contrat, on doit passer en exécution. Donc, ça, c'est moi puis Jimmy. Hein? Ouais. Donc, on a fait autant de bureaux, les payes pour les employés. On a fait l'installation, qui était souvent la nuit. Donc, le jour, ça nous permettait de faire toutes les estimés. Puis la partie plus administrative, un peu de jour, puis la partie terrain la nuit. Oui, exactement. Puis, entre-temps aussi, il y a de la préparation parce que chaque installation de signalisation nécessite un plan de signalisation qui est fait par un ingénieur. Donc, c'est sûr que dans les premières années, on n'avait pas d'ingénieur à l'interne, donc on sous-traitait ce service-là. Quand on reçoit le plan de signalisation, on passe en mode production. Donc, il faut produire les panneaux. Nos premiers panneaux, là, je ne vous le cacherai pas, là, que c'est Jimmy qui a coupé du métal, qui a soudé, parce que mon père était soudeur, donc il avait montré à souder, puis on avait une petite machine dans le cours. Là, nos voisins, ils devaient nous aimer en style. Là. Donc, on soudait les panneaux, et puis on faisait du découpage de vinyle pour coller ça sur nos panneaux. Donc, on était artisanal. Ça, c'est la première année. Après ça, on n'a jamais fait de move qui mettait de l'avant trop. Hein, on attendait. C'est la différence entre prendre un risque calculé, ou mettre de l'avant les bœufs en avant de la charrue. Là. Ouais. Avant d'aller à notre premier pick-up, je pense qu'il nous a coûté 500$. Ça démontrait, OK, on a un objectif, on a tant de budget. Après ça, go. T'sais, on n'ouvrait pas les valves tant et si longtemps que c'était pas nécessaire de dépenser quelque chose. On arrivait à nos fins de la bonne façon, mais on était hyper rigoureux dans le respect du budget. Donc, la comptable en toi. Et voilà. Mais écoute, nouveau conjoint, part l'entreprise, retourne chez les parents. On a senti qu'il y avait un système de soutien qui était quand même incroyable de votre côté. Oui. Mais toi, là, c'est tout un saut, là.
pour te dire, écoute, j'ai un nouveau conjoint, je retourne chez mes parents, on se part une entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui t'a propulsé vers ça, d'avoir cette fibre entrepreneuriale-là, puis de dire, écoute, moi, je ne serai plus jamais salarié pour quelqu'un, là. C'est le temps, on paye sur le piton-go, là. Si je retourne une couple d'années avant, j'ai toujours eu de la misère à trouver qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Même, on est au secondaire, puis là, il faut faire un choix de carrière pour le cégep. J'étais incapable de me décider qu'est-ce que je voulais faire. Là, je fais des tests pour faire des tests de personnalité, des tests pour dire, vers quel métier tu devrais... Fait que quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait plein de choses encore. Hein. J'ai fait de la logistique de transport pour finir avec un deck en marketing. Après ça, j'ai travaillé un peu en marketing. Puis là, je me dis, my God, après 2 ans, je dis, je peux pas faire ça toute ma vie. Tu sais, il me manquait quelque chose, mais je n'étais pas capable de mettre le doigt de qu'est-ce qui me manque. Bon, à l'âge de 25 ans, je retourne à l'école. Un autre gros move. Donc, à l'université, je ne savais pas plus qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je refais d'autres tests avec des orienteurs. Je m'en vais en actuariat parce que je pense que j'aime les chiffres, mais j'aimais pas cette version de chiffres-là. Donc, bon, je commence 1 an en actuariat. C'est pas perdu, hein? Chaque petite expérience comme ça nous emmène à un autre niveau puis des connaissances. Bon, après ça, je me dis, comptabilité. Tiens, ils font de l'argent, les comptables? Bon, c'est ça, on va y aller, on va essayer. Mais non, c'est pas juste ça mon seul critère, mais en faisant mes cours, je me suis rendu compte que là, je commençais à aimer quelque chose. Donc, j'ai fini mon bac en comptabilité à l'UQAM. Ensuite de ça, moi, je m'arrête pas au minimum. Fait que j'ai dit, je vais aller chercher mon titre comptable. Je m'en vais pour un DESS 2e cycle au HEC. Après ça, on fait les examens de l'ordre des comptables. Ouais. Entre-temps, bon, je travaillais chez Desjardins pour faire mes études en même temps. Fait qu'un petit job à temps partiel comme caissière. Après mon bac, je me trouve une première job de comptable. Là, c'est un certain moment décisif. Je me mets plus dans la gestion d'entreprise. J'avais jamais géré d'entreprise. C'est sûr que j'avais des supérieurs. Là. J'étais comptable dans 4 restaurants. Des grands restaurants là, renommés à Montréal. Je commence à... j'aime ça. Mais il y avait une certaine... Tu sais, encore là, je me suis dit, bon, je n'étais pas satisfaite du salaire. Hein, je m'en vais chez Desjardins parce qu'ils me font une bonne offre. Là, je m'en retourne chez Desjardins comme comptable. Toujours à titre de comptable. Oui, là, je m'en vais comme comptable de fonds centre-ville. Puis là, ça me prend pas de temps. Là, je me rends compte que j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, 5 ans d'études plus tard. C'est ça. Je me dis, il y a quelque chose en quelque part. Non, ça marche pas, je peux pas. Puis là, en même temps, c'est là que je rencontre Jimmy. Puis moi, j'ai pas de parents entrepreneurs. J'ai pas de temps. Tu sais, j'avais mon grand-père qui avait un garage, mais tu sais, on parle pas de business. Puis à l'école, on n'apprend pas. On n'a pas de cours d'entrepreneuriat. En tout cas, dans mon temps, là, ça existait pas. Fait que moi, partir une business, j'étais comme, OK, go! On va apprendre sur le tas. Fait que tu avais aimé quand même les 4 restaurants, là. C'est ça qu'on a entendu. Il y avait cette fibre-là. Oui. C'était assez gros pour avoir des défis complexes, j'imagine, puis assez petit pour que tu sois proche de tes patrons dans le temps, des entrepreneurs de ces restaurants-là. Surtout, ça me donnait l'occasion de toucher à toutes les... Tu sais, même si j'étais comptable, je touchais à la paye, je touchais au compte fournisseur, je touchais aux clients. Mais... Fixation des prix, j'imagine, un peu stratégique. Oui, l'inventaire. Puis là, je voyais le résultat. Tu sais, je voyais qu'il y avait quelque chose de concret. À l'opposé, quand je travaillais chez Desjardins, qui est une job extrêmement intéressante, mais pas pour moi, je voyais pas le concret de tout ça. Puis là, quand j'ai décidé de partir en entreprise avec mon conjoint, ma mère qui a toujours travaillé chez Desjardins, elle était comme tu vas quitter une job où tu as un salaire assuré, tu as régime de pension. Régime de pension, tu as 5 semaines de vacances, tu as toutes les assurances. Tu t'en vas, tu démissionnes. Je dis je démissionne. Mais je m'en viens dans ton sous-sol en plus. Je m'en viens dans ton sous-sol. Mais c'est le meilleur move que j'ai fait de toute ma vie. Parce que maintenant, j'aime ma job, j'aime ce que je fais, puis j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Je vis en travers l'entreprise au quotidien où ce qu'on peut emmener d'autres gens avec nous dans l'entreprise à s'améliorer eux autres aussi, c'est extraordinaire. Je vais vendre quelques petits punchs, puis après ça, on va essayer de construire ce qui s'est passé entre le début et ce que je vais dire. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes rendu à 350 employés. Oui.
Vous avez fait des acquisitions en cours de route. Vous vous êtes fait coacher. Vous avez une équipe de direction. Vous avez des projets Rive-Nord, Rive-Sud. Fait que vous êtes sorti du sol des parents. Là, pour ceux qui nous écoutent, ça a pas pris soyez de temps. pas préoccupés. 3 mois après, on n'était plus là. Exact. Et tout ça en relativement peu de temps, là, parce qu'on démarre en 2014, puis là, on est en 2025. Fait que c'est à peine 10 ans. C'est quoi les moments charnières, là, tu sais, on dirait qu'une entreprise, ça se bâtit souvent en escalier. Hein? Puis là, d'un coup, boum, il y a eu des step-up, là, si on veut, là, des grandes... On a monté 3 marches, là, maintenant. Là. Oui. Ben nous, ça a été 3 par 3 toutes les premières années. Okay. On est parti du sous-sol, oui, effectivement. J'ai pas honte. Je suis même très fière là, d'où ce qu'on part. Parce que maintenant, on vient de finir la construction de notre nouveau siège social à Terrebonne, d'une valeur d'à peu près 15 millions. Puis c'est quand même c'est un accomplissement pour nous. Mais si je retourne au début, bon, on est parti du sous-sol. Après ça, on a eu notre premier local la première année. On a vite manqué d'espace. Fait que l'année suivante, on louait un local d'à peu près la plus grande superficie. Nous autres, on a besoin de beaucoup de terrain à l'extérieur pour nos fameux cônes oranges. Là. Puis, rapidement, on a vu que l'achat de bâtisse, d'être propriétaire de notre... ça nous emmenait une autre valeur. Donc, quelques années après, on a acheté notre première bâtisse avec un terrain de 60 000 pieds carrés, puis on s'est dit, jamais on va manquer d'espace. 4 ans après, on manquait déjà d'espace. Donc là, on est rendu avec un terrain d'au-dessus de 150 000 pieds carrés. Qu'est-ce que vous mettez là-dessus, là, dans le fond? Des cônes, des panneaux, des pick-up, exactement. Donc, ça va très, très vite. Puis, les steps se sont faits très rapidement. On a été capable de suivre la Cadence, hein, parce que le step de grandeur, mais le step d'employé aussi. Hein? On ne dit jamais non à notre client, sauf si on n'est pas capable. On va atteindre le point là, de rupture où ce que la différence entre on livre la marchandise à notre client versus on ne veut pas perdre un client parce qu'on n'a pas bien livré puis qu'on a juste dit oui. Fait qu'on est capable de bien doser, mais d'année en année, notre main-d'œuvre a augmenté. Hein? La première année, moi et Jimmy, on a fait pratiquement tout. Puis oui, on avait 2-3 personnes pour nous aider. Mais on a été rentable dès la première année. Donc ça nous a vraiment encouragés. Puis Jimmy non plus avait aucune notion en entrepreneuriat, il n'avait pas une famille d'entrepreneurs. On l'a bâti comme nous, on s'est dit, on veut être bien traité, bien pourquoi qu'on ne bâtirait pas une entreprise comme nous, on aimerait être traité? Hein? Puis on travaille tellement d'heures dans une journée, bien faisons l'entreprise comme nous, on aimerait la vivre, notre journée. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti ça. Puis là, c'est sûr qu'en temps de pointe, là, nous, on est saisonniers. L'année passée, on est allé jusqu'à 350 employés. Cette année, s'il faut aller jusqu'à 400, on va l'atteindre, le 400. Mm-hmm. Parce qu'on a les ressources, on a établi une super de belle équipe de gestion qui est avec nous, qui nous accompagne au quotidien, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui veulent aller dans la même direction que nous. C'est le fun à voir. C'est vraiment... Tu parles de temps de pointe, c'est ça. Vous autres, j'imagine, c'est l'été, c'est là que tout se passe. Quand tout le monde est en vacances, c'est le temps de rénover les routes, entre autres. Exact. Fait que là, en plein été, l'an passé, disons 350 personnes. Mm-hmm. Puis dans le plus creux de l'année, vous retombez à combien? Une centaine. Une centaine. C'est de la gestion, ça aussi, quand même. Quand même. On a des super de belles équipes. Entre-temps, là, ça va faire 3 ans qu'on a acquis un de nos concurrents sur la Rive-Sud. Donc, quand on a décidé parce qu'on avait vraiment notre équipe qui était bien formée, une belle équipe de gestion, on s'est dit, tiens, on a du temps, puis on a du guts, on veut aller plus loin. On va aller cogner aux portes des entreprises de signalisation qui seraient à vendre parce que c'est jamais affiché, ça. Fait que finalement, après une couple de mois, d'années de recherche, on a trouvé une qui était à vendre, qui était intéressée à vendre. Ouais. Puis on a enclenché là, les démarches. Puis quelques mois après, on achetait une entreprise qui était sur la Rive-Sud. Donc nous, étant sur la Rive-Nord, on venait agrandir le rayon d'opération à nos clients. Oui, puis peut-être pour attirer des employés aussi, je présume. Oui, exactement. Donc, quand on a décidé d'acheter cette entreprise-là, c'était quand même c'était 50 % de la grandeur de notre entreprise. Fait que c'était quand même une grosse bouchée à prendre. Ben oui. Ça ne nous a pas empêchés d'apprendre. Ouais. Wow, bravo, on l'a bravo. Fait. Alors, Marilyn Vallière, toujours en ta chaleureuse et énergisante compagnie, on va passer à un petit segment
intéressant, questions courtes, réponses courtes, t'as aucune idée ce qu'on va dire. Je suis prête. Pas besoin de préparation, Ok. vas-y avec la première chose qui te vient à l'esprit. Et si la question t'interpelle pas ou tu sais pas quoi répondre, tu nous dis « je passe ». Parfait. C'est bon, t'es prête à On jouer le y jeu? va. Signalisation traditionnelle ou intelligence numérique? C'est bien trop dur, les deux. Travailler en chantier la nuit ou travailler en chantier sous la pluie? Sous la pluie. Gestion d'équipe sur le terrain ou gestion d'équipe au bureau? Les deux sont nécessaires. Ça c'est c'est sûr et certain. Indissociable. Ah, indissociable, c'est le mot. Innovation technologique ou formation humaine? Vous êtes vraiment dur. Ouais, on le sait. Surtout que nous, on mise pour la formation. Je vous dirais formation, mais les deux encore. Les deux encore. C'est trop. Un exclut pas l'autre. Ouais. Mais en même temps, la formation. Croissance rapide ou croissance durable? Croissance rapide et durable. Quelle décision t'a demandé le plus de courage en affaires? Quand on doit renvoyer quelqu'un qui ne fit plus dans l'équipe. Une habitude quotidienne que tu as et qui te rend plus efficace? Mon jogging. Un conseil de gestion que tu appliques à tous les jours? Nos rencontres quotidiennes qui sont très, très importantes. C'est un concept qui nous vient de Cléo Maheu Oui. avec les gazelles. Oui. Donc, on a notre petite rencontre quotidienne le matin. Sur quoi qu'on focus dans notre journée, si on a une bonne nouvelle, puis si on doit collaborer avec de nos collègues dans l'équipe de gestion. Comment tu motives tes équipes pour des grosses périodes, tu sais, les périodes achalandées? Mais elles se motivent par elles-mêmes. Hein? Ah ouais? Les gens, ils sont alignés, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. On a le but à atteindre, on travaille tous dans la même direction. Mais c'est sûr qu'on a des belles petites choses au bureau comme machine à slotch, machine à popcorn. On se fait souvent des lunchs d'équipe. J'ai quelqu'un qui pense à faire des barbecues. Tu sais, ça amène un complément. Puis quand les gens travaillent beaucoup ensemble, bien, ces petits lunchs-là peuvent vraiment faire du bien. Mm-hmm. Il n'y a pas juste la junk food. Aussi, j'ai commandé des frigidaires de pommes. Bon, C'est le fun. Le monde sont super contents. un livre qui aurait changé ta façon de diriger? Il y en a beaucoup. Mais là, je peux vous reparler des 4 piliers du bonheur parce que le bonheur est quand même une équation mathématique qui fait en sorte que tu as un but, tu as un objectif. C'est ce qui va te rendre principalement heureux dans ton quotidien. Bien, les objectifs, tu peux en avoir des personnels, mais majoritairement, on passe tellement de temps au travail que les objectifs sont aussi dans le travail. Donc, de transposer ça à mes équipes, je pense que c'est une des choses qui a transformé ma vision. Une technologie ou un outil qui a transformé vos opérations? Oui, on est passé du papier parce que c'est sûr que nous, tous nos signaleurs, là, les gens qui arrivent sur le chantier doivent faire signer un bon travail quotidiennement. Donc, si vous pensez, là, on en a à peu près, exemple, 150 par jour. Ça en fait du papier, là. 150 par jour fois 5 jours. Ces papiers-là servaient à la facturation et à la paye. Et puis là, ça fait 2 ans de suite. Donc, le signaleur arrive sur le chantier avec son cellulaire et le bon de travail est sur son cellulaire via une application qu'on a développée en collaboration avec une compagnie au Québec. Et puis, le client signe sur le cellulaire et ça envoie un bon de travail automatique par courriel. Il n'y a plus de papier. Merveilleux. C'est génial. Un mot pour décrire votre évolution depuis 2014. Fulgurante. Ce que tu ressens quand tu vois un de tes signaleurs sur le terrain. Tu te promènes sur la route puis tu croises ta propre équipe. J'arrête, je leur dis bonjour. Tu sais, s'il y a un dépanneur proche, souvent, là, les gens, tu sais, sur le chantier, ils passent des 10-12 heures. On arrête, on achète. Même, vous pouvez les voir, là, hein? Vous pouvez le faire, vous aussi, sur les chantiers, ceux qui nous écoutent, là, ici. Elle a acheté une bouteille d'eau, elle a acheté un Gatorade, elle a acheté un popsicle. Ça, là, les signaleurs adorent ça. Hein? Donc, juste les féliciter de leur bon travail parce qu'on n'a pas l'occasion de leur dire qu'ils font tout le temps un bon travail. Une cause qui te tient à cœur? J'en ai beaucoup, mais si je dois en choisir une seule, là, ça va être pour l'amélioration des soins de santé pour les jeunes enfants. Parce que les jeunes enfants, c'est quand même notre société là, qui va grandir, ça passe par les enfants. Donc, si je peux associer des causes caritatives à des défis sportifs, all the way, on embarque. Puis, ça fait 3 ans qu'on fait le 24 heures de Tremblant. Mes équipes là, embarquent. J'ai de plus en plus d'employés qui veulent venir courir avec nous au mois de décembre pour ramasser des fonds pour les enfants malades. Une erreur qui t'a rendu meilleur? Et le fait de jamais savoir qu'est-ce que je voulais faire, que je commençais quelque chose, que je commençais un nouvel emploi, que je commençais un nouveau programme de formation, c'est un genre d'erreur qui m'a rendu vraiment service.
Ce que tu dirais à une femme qui hésite à se lancer en affaires? Avec la confiance, hein, bâtir sa confiance, on est capable. On est capable d'arriver à nos résultats. Fait que de ne pas hésiter. Et puis, le legs que tu aimerais laisser à travers ton entreprise? Mais d'avoir toujours cet élan-là de rigueur et de discipline, parce qu'avec ces attraits-là de personnalité, c'est comme ça qu'on est capable de continuer puis de toujours améliorer l'entreprise. Donc, si c'est ça que je peux laisser comme legs, qu'on continue dans cette ligne-là, sans oublier l'environnement. On veut connaître un peu la fille derrière l'entreprise maintenant. Tu t'es décrite, puis c'est quelque chose que tu aimes raconter d'ailleurs, comme quelqu'un qui était timide à l'école. Je vois vraiment pas quelqu'un de timide en avant de moi en ce moment, fait que si tu ne l'avais pas dit, on ne l'aurait pas su. Raconte-nous un peu ça, puis comment que ça l'a forgé, qui tu es aujourd'hui dans ta business. Effectivement, quand que je repense à mes périodes de primaire, ma période de secondaire, c'est pas les meilleures périodes qu'un enfant peut vivre, hein, parce que j'ai vécu, je vais vous le dire, là, beaucoup d'intimidation aussi à l'école. Donc, en parlant, je me dis que c'est que de voir le positif, qu'on est capable de sortir de ces mauvais espaces-là. Donc, étant très timide, vivant de l'intimidation, quand que je revois ça, jamais j'aurais pensé que j'aurais été un jour entrepreneur puis que je devrais parler devant des gens, devant mon entreprise, devant un party de Noël, là, parler au micro. Puis ça, là, moi, juste d'aller porter ma feuille au professeur quand on finissait un examen, je voulais mourir, là. Juste de me lever et d'aller porter la feuille. Donc là, on part de loin. Oui. Pourquoi j'aime en parler? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites au quotidien pour améliorer la confiance en soi, pour se dire, oui, on est bon, oui, on est capable, faisons-le. Puis maintenant, ben, vous voyez, je suis propriétaire d'une entreprise et je suis vraiment fière de voir ce parcours-là. Mais je retiens aussi une chose, hein? Ma mère, à chaque matin, quand je partais, elle me disait, si on veut, on peut. Ça reste dans la tête. Ben, en fait, c'est un peu ce que j'allais te demander. Comment tu as fait pour te sortir un peu de ce pattern-là? Tu as eu de l'influence, des gens t'ont aidé? Si tu t'es auto-motivé, comment t'en es arrivé à un peu tout ça? Ou... Un peu de tout, mais je crois que ce qui m'aide beaucoup, c'est ma rigueur et ma discipline. Même à un jeune âge, là, moi, je me suis dit, OK, c'est pas le fun, j'ai pas le goût de retourner à l'école, tout le monde est pas fin avec moi, hein, puis là, ben, je me suis mis j'appelle ça des petits échafauds. Hein? Là, j'allais travailler à la cafétéria. Je me suis dit, je vais prouver que je suis capable de faire des choses. Fait que petit à petit, je faisais tout le temps des petits gestes comme ça pour pouvoir construire la confiance en soi et arriver à un certain point. Mais ça fait tout le temps en sorte que je me posais tout le temps la question, qu'est-ce que je veux faire, là? Mais au moins, hein, tu sais, c'est un perpétuel recherche, mais... je crois que ma force et ma discipline m'ont vraiment aidé là, à sortir de ça puis à me construire. Puis j'ai dit, écoute, on est là pour atteindre des belles choses dans la vie. Oui. Faisons-le. Prenons les dispositions pour le faire. J'allais dire, tu abordes un peu indirectement la question que je voulais te poser. Tu disais, on arrive à se construire. Donc, justement, tu es devenu quelqu'un maintenant à travers tes expériences, à travers ton vécu. Qu'est-ce que tu as construit? C'est quoi tes valeurs? Puis comment ça, c'est venu influencer ton parcours d'entrepreneur? Puis comment tu le transmets aux gens autour de toi, que ce soit les employés ou d'autres membres de ta famille? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va me découvrir en faisant des choses. Ça je l'ai découvert, hein, parce que ça m'a pris du temps, mais je devais essayer. Hein. J'ai essayé à l'école qu'est-ce que je voulais faire. J'essayais des jobs. À chaque 2 ans, je changeais de job. Mais en essayant quelque chose, c'est là que je suis plus capable de savoir qu'est-ce que je veux et de me construire de cette façon-là. Donc, au début de l'entreprise, on était loin de se dire hey, on a des valeurs d'entreprise. On était là pour travailler. Ouais. Les 5 premières années, là, si on n'a pas travaillé 20 heures sur 24 à tous les jours, je peux vous dire que... mais ça, c'était une étape qui nous a construit dans l'entreprise. Maintenant, si je vais parler à la répartition, si je vais parler à la production, si je vais parler aux installateurs, ils savent que je l'ai déjà fait. Donc, pour moi, c'est pas un enjeu. J'ai déjà fait leur job. Je sais qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis je sais comment la faire. Puis,
ben, eux, ils ont des bonnes idées aussi, là. Ils nous emmènent ailleurs, ils nous amènent des nouvelles idées parce que, tu sais, je l'ai fait, là, ça fait, 6 ans que j'ai pu toucher, exemple, à ces départements-là, mais je l'ai fait. Donc, en faisant ces petites évolutions-là, ça nous montre qui qu'on peut être. Ensuite de ça, ben, quand que tu formes ton équipe de direction, tu commences à avoir un peu plus de temps pour penser à ta stratégie. Donc là, bon, on a défini nos valeurs, on a fait une planification stratégique. Puis, qu'est-ce qui en est ressorti? On veut améliorer, exemple, l'environnement. Bien, il y a des choses concrètes dans notre industrie qu'on peut faire. Exemple, là, les fameux gros cônes oranges. Bien, quand c'est plus bon, c'est poqué, on ne peut plus les réutiliser parce qu'ils ne se rendent plus un dans l'autre. On ne peut plus mettre ça sur le camion, on ne peut pas emmener ça sur le chantier. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est une entreprise qui est dans le centre du Québec. Et puis, eux vont faire fondre la granule du cône et puis ils vont en refaire des bancs de parc. Okay. Donc là, ça fait 1500 cônes qu'on va leur porter la semaine dernière déjà. Mes employés capotent. Moi, ma valeur, c'est l'environnement. Je leur transmets comme ça. Eux sont fiers d'aller porter ça là-bas parce qu'ils se disent... Bien, ça aide les générations futures. Ben oui, une deuxième vie. Oui, c'est extraordinaire. Donc, de transposer nos valeurs de cette façon-là, moi, je trouve ça génial. À part de ça... Écoute, on sent beaucoup de détermination. Là. Ouais. Je ne serais pas surpris que ça soit une de vos valeurs, justement. Il y a eu beaucoup d'exemples que tu nous as donnés que tu n'as pas lâché. Tu as toujours donné l'effort quand c'était le temps de la donner. Ouais, si je peux donner une petite anecdote, OK? Ouais, dans la première année que je travaillais encore chez Desjardins, mais là, ils sauront, c'est pas grave. Hein? Je travaillais de jour chez Desjardins, je travaillais de nuit dans notre entreprise. Et puis, ce soir-là, on devait installer des panneaux. C'est des gros panneaux 4x8. Et puis, moi puis Jimmy, il est minuit. On est à peu près à 1 heure de route de la maison. On fait notre job. On a à peu près 8 panneaux à planter, 6 ou 8. Puis là, bien, quand que tu plantes des panneaux, c'est des gros... c'est des poteaux que tu rentres dans le sol. Puis après ça, on va venir visser le poteau de 8 pieds. Bon, Jimmy me dit, tu veux-tu tenir la masse ou tu veux tenir le manchon, le petit poteau? Je dis, non, moi, je tiens pas. Je vais prendre la masse puis je vais frapper dessus. Mais je pensais pas que mon doigt allait passer sur le bord du poteau d'acier. Et puis, je me suis fendu le doigt au premier poteau. Bien, moi, j'ai une job à faire là, parce que si je plante pas mes poteaux, Jimmy ne peut pas faire la job toute seule, premièrement. Puis si je plante pas les poteaux, mon client ne pourra pas travailler demain matin. Fait que, même s'il était 1 heure du matin, on a fini de planter nos 6 panneaux. Je me suis dit, j'ai un peu mal au doigt, là. Fait que le lendemain matin, après avoir dormi quelques heures, je m'en vais au centre-ville. Hein. Je fais 1h30 de route pour aller au centre-ville. Puis là, dans l'ascenseur, je regarde mon doigt, je dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues de travail, tu sais? Ah, j'ai fait une salade, je me suis coupé le doigt hier, tu sais. Finalement, 2 semaines plus tard, je dis, j'ai vraiment mal. Fait que je m'en vais voir le médecin, puis il me dit, ton doigt il est cassé. Bien là, moi, j'ai continué ma job avec un doigt cassé, puis, tu sais, il n'y a rien qui nous arrêtait. Dans le sens que, oui, de la rigueur, de la discipline, de la détermination, puis peut-être un peu de compétitivité dans tout ça, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil du temps, quand on a refait d'autres tests psychométriques avec mon conjoint, qu'on était extrêmement compétitifs l'un et l'autre. Mais ça nous mène très, très loin. Oui. Quelque chose d'inarrêtable dans ce que tu racontes. Quand on aime ce qu'on fait, moi, il n'y a rien qui m'arrête. Oui, c'est ça. Hein. Puis comment vous complétez, Jimmy et toi? Fait que, toi, on a compris quand même toutes les forces que tu nommes là. En plus de quand même la force d'un comptable, ça vous a rendu service? Vous avez pricé vos choses de la bonne façon, je présume. Je veux dire, un petit peu tout ça au début, là, tu sais. Que c'est un endroit quand même que les business se plantent assez souvent. Jimmy, lui, amène quoi à la table comme force complémentaire? Jimmy Sans Jimmy, la compagnie ne serait pas là, premièrement, parce que c'est le cerveau de l'entreprise. Jimmy a un esprit rationnel, a l'expérience sur le terrain et est un autodidacte. Donc, lui, il apprend des langues. Je pense que là, il parle 6 langues. Il apprend très rapidement. Donc, pour lui, de pousser encore plus la signalisation, c'était comme quelque chose d'inné chez lui. C'est naturel. Oui, exactement. Puis, à un moment donné, il a senti aussi le besoin... Parce que, tu sais, on a lui, côté opération, moi, côté administratif,
Mais on n'a pas de misère à s'interchanger. Tu sais, je vais vous le dire, il est allé faire un certificat en finance au HEC. OK. Il avait besoin. C'est correct. Hein? On approfondit encore. On peut toujours être des meilleures personnes en approfondissant nos ressources pour mettre ça dans l'entreprise puis faire élever les autres alentour de nous. C'est génial. Donc, on se complète. Puis, je crois que si on n'aurait pas été un couple, on n'aurait peut-être pas été capable d'aller aussi loin que ça dans l'entreprise. Parce que les sacrifices qu'on a faits, tu sais, je veux dire, je peux vous dire, là, des soupers, là, je veux dire, en tête à tête, là, en amoureux, qu'est-ce qu'on parle? De signalisation. Tu sais, à un moment donné, là, même si on a travaillé longtemps dans le même bureau, moi puis Jimmy, on était un en face de l'autre, là, on avait encore besoin de pousser les discussions, puis ça, c'était commun à nous deux, mais imaginez si le conjoint n'aurait pas été dans l'entreprise, il aurait dit... Arrête, là. Arrête. Ouais. Moi, j'étais comme, non, on n'arrête pas, là. Tu me dis tout, puis on va régler tout ce qu'on a à régler. Ouais. Maintenant, ce qui nous arrête un peu, c'est notre fille de 6 ans. Elle dit, bon, on peut-tu parler d'autre chose, là? Elle a bien raison. Fait que ça nous ramène, puis ça, c'est super important de prendre le moment présent avec notre fille. C'est un beau cadeau. Au niveau de... Normand t'a demandé un peu comment tu t'es bâti, puis toute la confiance en toi, puis tout ça. Tu as dit beaucoup en faisant des tests, mais tu nous as raconté aussi que tu t'es quand même équipé avec des bons coachs. Tu travailles avec Cléo Maheu, tu travailles avec Jocelyn Rioux. Oui. Tu as fait la planification stratégique, les équipes. Parle-nous un peu de ce parcours-là là, qui continue de t'aider, évidemment, là, à passer chaque étape de l'entrepreneuriat. Tu sais, étant donné que quand on a parti l'entreprise, on n'avait pas de modèle, on n'avait pas de famille entrepreneur. Donc, on se dit, écoute, il y a quelque chose, on a un bon filon, on veut aller encore plus loin. Donc, on a commencé à faire des programmes de coaching. Notre premier programme, là, on est sorti de notre zone de confort. C'était extraordinaire, OK? On a emmené un coach dans l'entreprise, puis on a pris les supérieurs de chaque département, puis on les a inclus. Puis ce programme de coaching-là avait une facette personnelle puis une facette professionnelle. Mais là, imaginez, on a, mettons, quelqu'un à la répartition, quelqu'un à la production, puis là, on leur demande de nous dire leurs aspirations, autant personnelles que professionnelles. Il y en a du monde qui ont pleuré. Je comprends. Ouais. Fait que ça a été notre premier coaching qu'on a commencé. Puis là, je suis tombée dans marmite, là, que j'avais besoin de coach pour m'emmener ailleurs, pour moi, m'améliorer, apprendre. Hein, parce que quand on apprend aussi côté personnel, écoute, les limites sont à l'infini. Absolument. Donc, petit à petit, là, ça a été notre première expérience. Ensuite de ça, j'ai connu Cléo Maheu via les chefs de file, une initiative de la Caisse de dépôt. Et puis là, ça a été un coup de foudre là, instantané avec moi et elle. Les techniques qu'elle nous apprend, qu'est-ce qu'on peut implanter dans l'entreprise. Puis je trouvais qu'encore là, il y avait la facette qu'on emmenait notre équipe de direction une fois au trimestriel. Donc, toujours l'implication. C'est pas juste une planification stratégique qu'on fait, moi et Jimmy. On implique nos équipes, hein, parce que tout le monde a des bonnes idées, puis c'est comme ça qu'on est capable d'aller plus loin. Là, je suis rendue avec Jocelyn et l'équipe de Plan B, Jocelyn Rioux. Ouais. Extraordinaire. Encore là, le fit, moi, il faut qu'il y ait un fit. Hein. Si ça ne fit pas, ça ne sert à rien de forcer les choses. Mais Jocelyn, avec sa vision stratégique, c'est... The sky is the limit. J'ai besoin de ça. Est-ce qu'il y a encore des grands rêves en avant de vous autres? Bien, écoute... Dans le futur, oui. C'est sûr qu'on s'est dit qu'il y a encore une petite partie de part de marché qu'on peut aller consolider. Hein? On regarde encore pour faire une acquisition, toujours dans le domaine de la signalisation, parce qu'on aime ça. Hein? On sait que nos méthodes sont bonnes, la sécurité avant tout, parce que sur les routes, il faut être extrêmement prudent. Donc, on va aller regarder les acquisitions qui sont possibles au Québec. On est en train de tâter le terrain là, pour l'Ontario. Puis pourquoi pas, à un moment donné, se rendre jusqu'à Toronto. Hein? Premier pas. Pourquoi pas? Puis le nord des États-Unis, le Vermont et tout ça, là, Jimmy il a fait le mapping, on sait exactement c'est quoi le marché. Fait que petit à petit, on se dit, on va finir avec le Québec, on a encore de la place là, on va voir qu'est-ce qu'on achète. Puis après ça, on va mettre... Parce qu'en 10 ans, qu'est-ce qu'on a été capable d'accomplir? Si on regarde dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va accomplir? Il reste beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Un des trucs que je remarque qui semble être un dénominateur commun dans tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant,
c'est d'aimer ce qu'on fait. 350 employés, tout le monde aime ce qu'ils font chez vous. Comment tu... À un moment donné, y a-tu quelqu'un que tu vas passer, pas de l'air, tu son X, celui-là. Comment vous faites? Bien, deux choses. C'est sûr qu'on essaie de faire des activités, premièrement, à l'interne, parce que c'est sûr que l'été, surtout, on travaille beaucoup. Donc là, d'essayer de rapatrier tout le monde, c'est tout un défi. Oui. La semaine passée, on fait une fois par année notre fête familiale. Donc, on fait ça un samedi midi. On invite des food trucks, on invite des desserts. Là, il y a des jeux gonflables. Puis, les gens emmènent leur famille. Si c'est des grands-parents, ils emmènent même leurs petits-enfants pour créer des liens. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, de faire des activités pour créer des liens avec la famille. Oui. Comme quand on a fait notre 10e anniversaire, là, il y a 1 an et demi, on a invité 250 personnes pour une fin de semaine à Valcartier, à Québec. Mais il y a des gens là-dedans qui n'avaient jamais été à l'hôtel. Puis il y a des gens qui parlent encore de leur nuit à l'hôtel comme si c'était le plus beau jour comme Noël, dans le sens. Ouais. Fait que de créer des moments comme ça, c'est une des premières choses qu'on aime bien faire. Puis l'autre chose, s'il n'est pas sur son X, bien, les valeurs sont tellement bien implantées que dans l'entreprise, les gens alentour de cette personne-là vont faire en sorte que la personne va s'en aller par elle-même. Ça, je le vois souvent. Quand que le fit n'est pas là dans l'équipe, c'est ça qui arrive automatiquement. Automatiquement, la personne, tu sais, ça veut dire qu'on a été capable de bien instaurer dans les équipes nos valeurs. Dans ces 11 ans-là, as-tu eu des périodes de doute? Jamais. Non? Jamais. J'aimerais ça dire oui, Ça aurait pu. mais non. Jamais. Alors, dans les dernières 11 ans, c'est de quoi es-tu le plus fier dans toute cette histoire-là à date? Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On a été la première entreprise qui a eu des pick-up électriques. Ouais. Ça, là, dans l'industrie... Vous êtes rendu à une trentaine, quelque chose comme ça? Exactement, 32 exactement. Tu sais, dans l'industrie, ça se voit pas parce qu'on se dit, on a besoin de grosses batteries pour... tu sais, on traîne des trailers. Mais savez-vous quoi? On a fait installer des bornes chez nos employés. S'il y a quelque chose, on fait des switches de pick-up, mais priorité, on aimerait ça avoir une flotte 100% électrique. Puis là, vous avez combien de camions en tout, juste pour voir on le a pourcentage? à peu près une centaine. OK, on a déjà à 30%, un peu plus. Ouais. Exactement. Okay, Donc, c'est une super de belle fierté parce que nos employés ont adhéré. Hein, ils sont prêts à le faire, là, l'effort. Là, oui, la borne à la maison, tout ça, mais on voit la valeur ajoutée pour l'avenir. Et encore un lien pas avec ta passion environnementale, bien sûr. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est une des grandes fêtes. Bien oui, certain. Ma deuxième fierté, c'est ma fille. D'avoir pris le temps de... Hein, parce qu'en entreprise, on l'a travaillé fort, moi puis Jimmy. Oui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, si tu veux qu'on fonde une famille, ça va être le temps. Ouais. Donc ça, c'est notre deuxième fierté d'avoir été capable de... Tu sais, je vais vous le dire, là, 2 jours après être sortie de l'hôpital, après avoir accouché, j'étais en train de travailler. Ouais. Maintenant, on rattrape le temps perdu, mais c'est quand même une très belle fierté d'avoir été capable de continuer la croissance de l'entreprise en même temps que d'avoir bâti la vie familiale. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour équilibrer tout ça? Vie familiale, la business, rester en forme, en santé. Tu nous as parlé un peu en pré-entrevue de défis sportifs que tu aimes accomplir. Comment tu trouves ton équilibre dans tout ça? L'équilibre dans tout ça va passer par le sport. Okay. Le dépassement de soi via le sport fait en sorte que quand je pars avec mes rolling shoes sur l'asphalte, là, mon cerveau, premièrement, je fais le ménage. Après 3 km, le ménage est fait. Ouais. Puis après ça, il n'y a plus de décisions stratégiques à prendre. Il n'y a plus de... Il y a plus... Tu sais, c'est que du temps pour moi qui me permet... Et puis, dans ces moments-là, je m'en vais courir dans la forêt, j'entends les oiseaux, puis là, j'ai les meilleures idées au monde. C'est extraordinaire. C'est quand tu cherches plus les idées qu'elles apparaissent. Oui, exactement. Donc, le temps que je passe au sport me permet d'équilibrer tout le reste. Hein, je deviens une meilleure leader dans mon entreprise. Je deviens une meilleure maman à la maison le soir. Ça équilibre le tout. Et puis, est-ce que tu t'entraînes aussi, disons, l'esprit, le cerveau? Est-ce que tu continues de te nourrir de livres, de podcasts ou autre chose à travers tout ça? Ce que j'aime beaucoup, c'est la lecture. Puis là, je vais vous dire, là, je lis comme 6 livres en même temps. Là, mon cerveau, il est comme... Mais sur ma table de nuit, là, mes livres sont tous là.
Et puis, j'adore offrir aussi des livres de lecture aux gens. Hein? Fait que là, cette nuit, des fois, on fait un petit peu d'insomnie, mais de la façon que je le récupère, moi, c'est j'ouvre un livre, puis là, souvent, je vais me faire penser à quelqu'un. Fait que cette nuit, j'ai commandé 2 livres pour 2 de mes employés. Ils vont le recevoir bientôt. On va pouvoir en reparler, mais ça, la lecture, ça m'emmène beaucoup parce que je suis visuelle. Et puis, en faisant la lecture, tu sais, moi, je surligne dans mon livre. Tu sais, je lis beaucoup de livres sur la croissance personnelle, sur comment devenir une meilleure personne. Puis des fois, je me tape un petit roman quand que j'ai le goût de juste décrocher, mais c'est vraiment rare que je lis un petit roman, là, mais j'adore les livres de croissance personnelle, puis de leader, puis d'expérience des gens, parce que on n'en a pas tant alentour de nous. Puis oui, un podcast, ça sert à ça. Hein? Ça va nous servir à nous nourrir notre âme d'expérience entrepreneuriale. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as des livres à nous recommander? Actuellement, mon chouchou, c'est Les 4 piliers du bonheur, écrit par Arthur et Oprah Winfrey, qui est traduit en français parce que j'ai un petit peu de misère des fois avec mon anglais, parce qu'en anglais, là, il y en a des tonnes de livres. En français, ils sont un petit peu plus difficiles. Puis sinon, Le leader en nous, qui a été traduit par Cléo Maheu, justement. Extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je me retrouve beaucoup dans ces lectures-là. On note. Écoute, on arrive tranquillement à la fin de l'entrevue. Oui. On aurait eu le temps pour une dernière anecdote, si tu as une autre anecdote comme celle du doigt cassé. Puis sinon, on va rapper notre entrevue, comme on dit. Ouais, je vais espérer que ma fille écoute pas le podcast plus tard, là, mais... On fera une version avec ce segment-là coupé. Parfait. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon adolescence, j'ai probablement, sans même le savoir, là, j'avais sûrement peut-être une fibre entrepreneuriale. Quand j'avais une idée en tête, j'étais pas capable de démordre. Fait que moi, à un moment donné, j'ai dit à mes parents, moi, je vais aller voir tel spectacle, puis c'est ça. Mais j'avais 13 ans, là. Dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire. Fait que mes parents, ils travaillaient le vendredi. Moi, j'ai écrit une petite note sur un papier. J'ai mis ça sur la table. J'ai dit, je suis partie au spectacle que vous ne voulez pas que j'aille voir. On se revoit dimanche. Je souhaite... Ça, c'était vendredi? Ça, c'était le vendredi. OK. Je suis revenue le dimanche et je souhaite ça à personne. Mais moi, dans ma tête, je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Parce que je voulais aller vivre cette expérience-là de spectacle en plein air où le monde faisait du camping, puis c'était extraordinaire, tu sais. Ouais. Jamais je veux que ma fille fasse ça. Mais ce que j'en ressors après réflexion, c'est ma détermination probablement à aller plus loin. Puis je me dis, c'est ça que j'avais besoin. Puis tous ces petits échafauds-là nous font grandir. Mm-hmm. Mais je comprends le stress que j'ai dû créer à mes parents. Puis j'ai eu beaucoup de conséquences après. Beaucoup. J'imagine. Mais le show, t'as-tu bon? Oui, le camping était bien le fun. Wow, écoute, super belle entrevue. Moi, je retiens vraiment ton côté, justement, inarrêtable. Tu sais, j'ai mis ce mot-là tantôt. C'est le mot qui m'a apparu, dont je te fais cadeau. Merci. Vraiment, cette espèce d'aspect inarrêtable, comme la fois où un vendredi, tu as décidé, tu as dit non, mais moi, j'ai dit oui pareil. Ouais, fait que bye-bye, petit message sur la table. Faites pas ça, s'il vous plaît, à vos parents. Ne faites pas ça à vos parents. Aussi, tu sais, le travail ardu, tu as quand même mentionné plusieurs années de suite, un gros 5 ans là, à travailler quasiment des 20 heures par jour, la nuit, le matin, à toutes sortes d'heures compliquées, on lâche pas. Tu sais, ça se bâtit pas tout seul, ces entreprises-là. C'est ça qu'on oublie. Hein. C'est facile, après coup, des gens qui passeraient devant ton beau nouveau siège social aujourd'hui, disent « Ah ouais, ils sont donc chanceux, eux autres. » Il y a du travail à faire. T'as-tu la job, vraiment? Là? Fait que, moi, je retiens ça. Des heures d'insomnie. Ouais. Ouais. Fait que, bravo pour tout votre parcours, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Normand? Écoute, on pense souvent pareil, moi et Tristan, donc il m'a volé quelques-uns de mes interventions que je dois faire, mais je retiens surtout la dernière, c'est que les gens n'imaginent pas le travail que l'entrepreneur va accomplir. Puis sais-tu quoi, dans ton cas, ça part vraiment de la jeune enfance. Si tu n'avais pas eu la détermination de vouloir te sortir de ta timidité, de l'intimidation, tout le reste de ton parcours a été teinté par ces premières expériences-là qui font en sorte maintenant que tu es devenu une entrepreneur, mais tu n'as jamais arrêté de travailler sur toi. Exact. Et ensuite sur toutes les autres choses qui t'entouraient, mais d'abord et avant tout sur toi.
Puis une fois que tu avais réalisé une étape, tu passes à la prochaine, puis tu passes à la prochaine. Puis c'est toujours en évolution. Il n'y a pas d'arrêt dans ton cas. Et c'est ça que je trouve merveilleux puis fantastique. Puis de donner cette contagion-là aux gens autour de toi, puis d'inspirer. On dit toujours à travers nos expériences, nos partages, mais aujourd'hui, c'est un super partage. Puis je te remercie beaucoup d'être venu à notre micro. Bien, merci à vous deux.